Depuis bientôt 6 ans, TV Liberté est à vos côtés chaque soir de la semaine avec son JT quotidien. Quand France Télévisions dilapide votre redevance, nous nous efforçons de vous présenter une information honnête et objective avec une équipe resserrée et un budget 1500 fois plus petit. En moins de 18 mois d'existence, le média, proche de Jean-Luc Mélenchon, a déjà changé 3 fois de dirigeant. Pendant ce temps, TV Liberté poursuit son chemin avec les mêmes figures, celles qui l'ont façonné depuis la première heure. TV Liberté, c'est une équipe solide qui tient dans la durée grâce à sa volonté de vous réinformer, mais aussi et surtout grâce à vous. Sans publicité, sans mécènes mondialistes, notre travail repose sur votre soutien. Avec des dizaines de milliers d'émissions, des millions de téléspectateurs, des milliers d'invités, souvent privés de parole dans les médias subventionnés et des abonnés toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux, nous avons créé une véritable communauté qui refuse le politiquement correct. Et si nous relevons le défi, c'est parce que l'on compte sur vous. Et pour continuer, nous avons besoin de vous. Car ensemble, et seulement ensemble, nous sommes solides. Alors soutenez-nous. Aidez TV Liberté. Bonjour ou bonsoir à tous. En 1976, dans les colonnes du journal Le Monde, l'essayiste, journaliste et futur académicien Bertrand Poirot-Delpech disait de Pierre Boutan qu'il était un athlète culturel. La phrase exacte, c'était « Avec Pierre Boutan, la performance d'athlète culturel touche au prodige ». Alors, cette expression d'athlète culturel, évidemment, est intéressante. On a appelé Pierre Boutan de bien d'autres qualificatifs, gentilhomme, intellectuel engagé, métaphysicien, intransigeant, et que sais-je encore, pour décrire une œuvre à multiples facettes, puisque Pierre Boutan a été à la fois journaliste, essayiste, pamphlétaire, traducteur, philosophe, professeur, métaphysicien, donc toute une série de facettes de sa pensée et de son œuvre, qui en même temps, je crois qu'il faut le dire, n'est pas toujours d'un accès très facile, et on ne sait pas toujours très bien de quel côté l'aborder. Alors, nous allons parler de Pierre Boutan. Je crois que c'est dans le Midi qu'on dit Boutang, hein, mais normalement on dit Boutan. Je vais dire quelques mots très rapidement sur sa vie avant de vous présenter les uns et les autres. Sa vie est beaucoup plus simple que son œuvre qui, elle, est très complexe. Il est né en 1916. Dans sa jeunesse, il se rapproche des milieux royalistes. Il écrit dans l'Étudiant français, dans l'Action française. On est là tout à fait à la fin des années 30, évidemment. En 1942, il est nommé professeur au Maroc, où il participe peu après, continue la lutte contre l'Allemagne, fait partie du gouvernement Giraud, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs à la Libération d'être suspecté de maréchalisme, comme on disait à l'époque, et d'être révoqué de l'enseignement, ce qui est un événement évidemment assez important, mais dans l'immédiate après-guerre, Pierre Boutan se lie avec plein d'écrivains, d'artistes, de philosophes, de penseurs, depuis les hussards jusqu'à Jean Anouilh, le peintre Georges Mathieu, le philosophe Emmanuel Lévinas, et bien d'autres. En 1955, avec Michel Vivier, il crée un hebdomadaire qui est resté un peu mythique, je dois dire, c'est La Nation française, avec un graphisme dessiné par Georges Mathieu, et qui va avoir, par son indépendance d'esprit, un assez grand succès. Il défend à ce moment-là à la fois le comte de Paris, reste dans la lignée royaliste,
mais en même temps, il défend souvent le général de Gaulle, et évidemment, il va y avoir des frictions au moment de l'Algérie. Pierre Boutan est plutôt proche de Michel Debré, il va être un peu dans la ligne du général, et ses amis les plus Algérie française, pour reprendre l'expression de l'époque, comme Philippe Eduy ou Raoul Girardet, vont partir et créer notamment la revue L'Esprit public. En 1967, Pierre Boutan est réintégré dans l'enseignement, donc c'est évidemment très important, notamment, je ne dis pas à l'initiative, mais avec l'appui d'Edmond Michelet et d'Alain Perfit, et il va enseigner successivement au lycée Turgot à Paris, à Saint-Germain-en-Laye où il réside, et pour finir à l'université de Brest. En 1973, il passe à la Sorbonne, il soutient à la Sorbonne sa thèse de doctorat, l'ontologie du secret, qui va être éditée la même année aux presses universitaires de France et qui, je crois, a été rééditée encore récemment en 2009 avec une préface de Jean-François Mattei. Et puis, Pierre Boutan meurt en juin 1998. Donc, sa biographie est racontée assez rapidement, mais pour faire surgir et mieux connaître le personnage de Pierre Boutan, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 4 personnes qui, à des titres différents, l'ont très bien connu et pratiqué, si j'ose dire. Alors, Antoine Assaf, vous avez publié d'abord en 1999 un livre sur Boutan, je crois, qui s'appelait Hommage à Pierre Boutan, métaphysicien du secret et poète du désir. Voilà. Et en 2002, vous avez dirigé le gros dossier H, paru aux éditions de l'Âge d'Homme, et qui était consacré à Pierre Boutan. J'ajoute, bien que le rapport ne soit pas évident, que vous êtes né au Liban, que vous avez été détenu comme otage au Liban de septembre 83 à octobre 1984, que vous en avez tiré un livre paru chez Fayard, je crois, et que d'autre part, vous avez publié en 2015 un ouvrage sur l'islam radical, c'est le titre du livre. Jean-Luc Pinson, alors vous avez un passé à la fois de journaliste et d'analyste financier, mais principalement, vous avez été d'abord l'élève de Pierre Boutan à peu près depuis son premier jour de voilà, classe. Et vous êtes resté son ami pratiquement tout à fait jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, 27 donc juin. vous avez là aussi à la fois bien connu son œuvre et bien connu l'auteur. Rémi Soulier, qui nous a fait le plaisir de venir déjà sur ce plateau, est écrivain, essayiste, journaliste. Il a fait tout récemment aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, il a publié l'an dernier, je crois, un très bel essai intitulé « Racination » sur le thème de l'enracinement en général et de l'enracinement dans son rouergue natal en particulier. Et par ailleurs, il a publié chez Pierre-Guillaume Deroux également, un livre intitulé « Pour saluer Pierre Boutan ». Et enfin, Emmanuel Boutan, qui est, lui, n'est pas philosophe, mais informaticien, ce qui est un métier tout à fait respectable également, et qui est le petit-fils de Pierre Boutan, chez qui, je crois, vous avez passé une partie de votre jeunesse. Et vous pourrez nous apporter en plus témoignages personnels, des souvenirs personnels sur Pierre Boutan. Oui. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Je pense qu'il faudrait commencer d'emblée par l'ontologie du secret, par la philosophie de Pierre Boutan. Boutan est un homme qui était engagé, mais qui s'est ouvert pratiquement à toutes les disciplines, qui s'est passionné pour la philosophie, que ce soit la philosophie scolastique, la philosophie gréco-latine. Il lisait les Grecs dans le texte. Il a d'ailleurs traduit de Platon l'apologie de Socrate et le banquet. Il s'est passionné pour tous les philosophes de la pensée, ancienne et contemporaine.
et il a lui-même produit une œuvre philosophique. Le joyau, en quelque sorte, c'est l'ontologie du secret. Vous étiez à sa soutenance de thèse. Alors non seulement ça, mais si vous voulez, il cite souvent le séminaire au cours duquel s'est élaborée l'ontologie du secret. Et ensuite, j'ai eu la chance de lire à son jury, puisque Gabriel Marcel et Jean Wahl étaient pratiquement aveugles. Moi, je dis lire, Pierre disait expliquer, l'ontologie du secret. Donc j'ai toute cette œuvre, j'ai assisté à l'élaboration, non pas à l'écriture finale, puisqu'il s'est retiré pour écrire, mais l'élaboration qui a été longue et qui est tout un parcours philosophique, et puis ensuite avec ses jurys, puisqu'il y a eu une première soutenance qui a été avortée, du fait de la maladie de Jean Wahl. Il y a eu le pince-fesse qui a eu lieu, qui a été tout à fait spectaculaire, et ensuite il y a eu une deuxième soutenance, où là, il y avait Louis-Ferdinand Alquier, il y avait donc Gabriel Marcel, mais Jean Wahl a été remplacé, et donc j'ai pu assister. Et si vous voulez, moi, la chose qui me paraît très importante, c'est le décalage qu'il y avait entre Boutan, pédagogue, et Boutan, écrivain. J'ai eu la chance de pouvoir expliquer dans certains passages facilement. Pourquoi ? Parce que par oral, Boutan aurait rendu intelligent une pierre. Il était capable d'expliquer à n'importe qui, même des gens ayant fort peu de moyens intellectuels. En revanche, dès qu'il écrivait, déjà son écriture avec sa petite plume, etc., c'était un jeu pour vieillard qui n'avait plus de mémoire, disait Socrate. Et lui, il avait honte d'écrire. Alors il écrivait ses petits carnets, mais si l'encre avait pu rentrer dans le texte pour être secret, c'était encore mieux. Et puis, dès qu'il écrivait un texte, il avait une écriture surnotée. Il avait un tempérament un peu épileptoïde, il voulait que rien ne lui échappe, et donc il ramassait tout dans la phrase. Et ce décalage entre les deux est épatant. Et chaque fois que je relis ces textes, en entendant sa voix, parce que quand Boutan parlait, on l'entendait avec sa voix. Quand on le lit, moi je le lis avec sa voix. Et je dis le décalage qu'il y a, et je plains les gens qui n'ont accès qu'au livre, parce qu'ils n'ont pas eu le mode d'emploi. Il était un excellent orateur. Moi, je l'ai entendu parler. C'était un véritable bonheur, c'était un plaisir. Jamais de faute de français. Mais alors, l'ontologie du secret, ça a marqué des auteurs comme Emmanuel Levinas, oui, comme George Steiner, le grand philosophe et critique littéraire anglais, avec qui Boutan a écrit un livre de dialogue, notamment sur le sacrifice d'Abraham et le mythe d'Antigone. Est-ce que c'est un livre qui s'est imposé rapidement, parce que la publication a suivi la soutenance de très peu, mais... C'est parce qu'il était mûr, ce livre. Ouais. C'est-à-dire, bon, il a commencé, il nous a emmenés terminale, vous voyez, on était de jeunes terminales. 3 mois après l'avoir rencontré, il nous a emmenés au séminaire chez Gabriel Marcel, où il y avait Merleau-Ponty, où il y avait etc. Et on participait véritablement. Et c'est à la sortie d'un séminaire de chez Gabriel Marcel qu'il a dit « je vais écrire ma thèse d'État ». Et au départ, ça devait être l'ontologie de l'origine. Mais comme il y avait des polémiques sur l'origine, il a dit ce serait idiot de ma part d'entrer dans cette polémique et de condamner mon livre immédiatement. Ce sera l'ontologie du secret. On venait de travailler sur le mystère avec Gabriel Marcel quand il nous a dit ça, à la Romerie, puisque la rue de Tournon, quand on n'a pas d'ambition du côté du Sénat, on débouche sur la Romerie. Donc on est allé à la Romerie, continuer notre séminaire, et c'est là qu'il nous a dit ça. Et donc moi je considère qu'il a mis à peu près 5 ans d'élaboration, ce qui faisait que tous ceux qui avaient un contact personnel avec lui savaient toute une partie du texte. Ouais, ce qui explique qu'il était attendu et que des gens qui... vous voyez, par exemple, Michel Barduy, qui était dans la même terminale que moi en 67, avait contact personnel avec Lévinas. Lévinas était au courant de ce que Boutan écrivait par Michel Erschlikowitz, qui est devenu Barduy par la suite quand il a émigré en Israël. Mais donc, il y avait un réseau de pensée qui attendait le livre, ce qui vous explique sa parution immédiate et son... Rémi Soulier, le contenu du livre, on ne résume pas un livre de ce type, mais on peut dessiner une porte d'accès pour ceux qui nous écoutent.
C'est quoi la philosophie de Pierre Boutan? Alors, c'est effectivement assez difficile à formuler, mais c'est une philosophie qui vient de loin. Dans son premier essai, donc hors le registre romanesque, que Boutan a publié en 1948, qui s'intitule « La politique considérée comme souci », l'introduction de cet essai s'ouvre sur le jardin de Pierre Boutan, le jardin de l'enfance. Et Boutan se souvient à quel point il a été émerveillé, c'est le mouvement socratique originel, devant l'être, devant la merveille de l'être, devant la merveille du monde. Et cette interrogation sur l'être, sur ce qu'il appelle lui-même la consistance du monde, le jeune Boutan l'a éprouvé. Eh bien, toute son œuvre philosophique, et au premier chef, évidemment, l'ontologie du secret, naît de cet émerveillement et de cette admiration devant la consistance de l'être. D'où ce qu'il appelle le platonisme de l'enfance. Donc, ontologie du secret, c'est une œuvre qui, à la fois, s'articule autour de Platon. Boutan n'a jamais, vous avez rappelé qu'il a traduit Platon, bien sûr, n'a jamais oublié, n'a jamais perdu de vue Platon, il pense avec Platon, et il pense avec saint Thomas d'Aquin et avec la scolastique. Donc, très grossièrement, de manière schématique, on peut dire que l'ontologie du secret, c'est une interrogation sur l'être qui dépasse, donc sur l'existence, si l'on veut, des choses, des objets, des êtres, des paysages, des plantes, des arbres, qui dépasse l'être de ces étangs, c'est-à-dire leur raison d'être en elle-même, et c'est l'être qui est au-delà de ces étangs, cet être qui ne peut pas être circonscrit ni par le langage, d'où d'ailleurs une grande partie... Enfin, toute la fin, c'est supprimer la suspension phénoménologique pour revenir à l'être. Pour revenir à l'être, et c'est toute la difficulté du langage de Boutan, c'est-à-dire que la part d'hermétisme de son œuvre, c'est aussi la part de l'indicible. Voilà, ça je crois qu'il faut aussi le garder à l'esprit, et c'est aussi, d'ailleurs, toute l'ouverture de sa pensée sur la poésie et sur le poème. Voilà, donc c'est l'être en tant qu'il dépasse l'être des étangs, l'être des entités singulières, et cet être-là, en tant qu'il fait participer, qu'il participe lui-même de l'existence. Il y a tout un développement autour du thème de la participation dans l'ontologie du secret. Antoine Assaf, vous voulez rajouter quelque chose sur ce... Oui, c'est-à-dire ma rencontre avec Pierre Boutan, moi, s'est passée autour de l'ontologie du secret. Et ce qui est curieux, c'est que j'étais au lycée Henri IV à l'époque en Cagne. On passait le concours et mon professeur de philosophie était le dernier disciple d'Alain, André Bloch. Et il m'a dit, j'étais bien sûr, j'allais passer le concours, être à titre étranger à l'école normale. Il me consolait, il m'a dit que Bergson l'était aussi, toute proportion gardée. Mais après, à la Sorbonne, Normal Sup ne délivre pas de diplôme, donc il faut aller à la Sorbonne. Je lui ai dit, il faut que je continue ma thèse, et j'ai lu un livre, L'ontologie de secret, du professeur de métaphysique à la Sorbonne. Et Bloch me dit, il faut aller chez Lévinas avant. Pierre Boutan, c'est toute une histoire politique. Et je vais voir Lévinas, parce qu'il était encore professeur les dernières années, et en discutant avec Lévinas, après plusieurs séminaires, c'est Lévinas me dit « Votre sujet, vous le feriez mieux avec Pierre Boutan ». Et là, j'ai compris pourquoi Lévinas m'avait dit ça. Parce que chez Lévinas, il y a une interrogation de l'être à travers ces deux maîtres, Heidegger et Husserl. Et en découvrant l'existence de Heidegger-Husserl, son fameux livre. Et quand vous lisez Heidegger, il y a, comme chez catholiques allemands, devenus protestants pour la circonstance, pour avancer dans la carrière, fils de sacristain, de Metzkirch, il y a comme un déguisement de l'être, et surtout de la révélation chrétienne. C'est un théologien raté, Heidegger. Et quand il reproche aux chrétiens finalement d'être comme dans un cercle carré, et de n'avoir pas à faire de la métaphysique, vous ne pouvez pas, parce que vous avez la réponse. Qu'est-ce que l'être ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ne jouez pas, c'est un cercle carré, il leur dit. Vous êtes des hypocrites, laissez le métaphysicien interroger l'être et restez dans cette suspension, dans cette attente de l'être qui ne peut pas être forcé par la démonstration logique et qui doit se montrer, au lieu d'être démontré, par lui-même. Et Heidegger a suspendu autour de lui ce que Lévinas a voulu prendre, lui, nourri par l'attente juive messianique, a trouvé absolument l'endroit où il peut exprimer son éthique. Et c'est tout Lévinas, c'est qu'il y a une attente. C'est pourquoi il a accepté Heidegger, alors que Heidegger était de formation catholique et après protestante. De même que Husserl, la phénoménologie que vous citiez, Husserl dans Crisis, à la fin, dans ce livre, influencé par son disciple d'ailleurs, quand il a eu peur dans les années 30, il a dit « l'Europe sera perdue s'il n'y a pas ce logos et cette attente
ou bien de la révélation philosophique, ou bien c'est le désordre et la mort. Et c'était vraiment le cri d'alarme. Mais quand j'arrive à Pierre Boutan, dans l'anthologie du secret, et il me regarde et il me dit, je me rappelle, je rentre, il me jette un regard très affectueux, il m'a dit, c'est Lévinas qui vous envoie. Je lui dis oui. Il m'a dit, mais vous êtes chrétien du Liban. Et là, c'était résolu. C'est-à-dire, j'étais pas celui qui était dans l'attente indéterminée, j'étais celui qui cherchait dans la métaphysique la révélation christique. Et je crois, on a bien fait de montrer que l'anthologie du secret, de même que Gabriel Marcel lui-même dans le mystère de l'être, les deux vont aller au-delà de cette attente qui, elle, peut provoquer le vide, celle de l'attente messianique des Juifs et l'attente de Heidegger, qui est le cheminement vers un être qui arrive, et les temps restent autant, mais l'être, le Sein in Sein des, là, dans la langue allemande, qui lui doit se révéler de lui-même, et on doit attendre, on chemine. Nous habitons l'être en poète, mais on attend. Mais chez Pierre Boutan, dans l'anthologie de secret, il va aller avec saint Thomas et avec les pères de l'Église. Gabriel Marcel a été très influencé par les pères de l'Église, vers un ministère révélé, mais ce que le philosophe peut interroger, c'est comme Pascal l'a dit, pourquoi ce Dieu se cache encore et pourquoi il nous fait attendre pour la deuxième révélation. Et vous, c'est ça, à mon avis, la grandeur de l'anthologie de secret, c'est qu'il a osé de revenir à une époque médiévale où on voulait concilier la foi et la raison. Alors, ceux qui nous entendent doivent se dire peut-être que tout ça est très abstrait, comme beaucoup de choses de l'ordre de la philosophie. Mais ce qui est passionnant chez Boutang, c'est que cet homme qui écrivait des livres qu'on peut juger difficiles, ou en tout cas pas les lectures de tous les jours, en même temps est un homme très engagé politiquement. Bon, d'abord, quand je dis politiquement, pas au sens de la politique politicienne. Pas du magouille blues, voilà. Mais de la réflexion politique, mais oui. Il a fait ses premières armes en Action française, comme beaucoup de jeunes gens de son âge. Il est resté fidèle à Maurras. Oui. Alors, non, c'est là où, justement, j'aimerais qu'on parle un peu, parce que il y a une affection qu'il porte à Maurras, et qui transparaît très bien dans le livre qu'il a publié, d'ailleurs, en 1984, Maurras, La destinée et l'œuvre, qui est un gros livre. Et Pierre Boutan montre ce qu'il doit à Maurras, c'est son affection, plus encore que son admiration. En même temps, sur beaucoup de points, il prend tout à fait ses distances avec Maurras. Il a des amitiés auxquelles Maurras n'aurait sans doute jamais souscrit. Il y a déjà son rapprochement par rapport au milieu gaulliste. Donc, le rapport de Boutang au royalisme, à Maurras, au comte de Paris, au gaullisme, comment est-ce que ça circule tout ça, Rémi Soulier ? C'est un rapport, en effet, de fidélité profonde, de fidélité affective évidente. Maurras, c'est pour Boutan l'aïeul absolu. Bon. Il recouvre d'ailleurs pour une part l'une des modalités de la figure paternelle qui est décisive chez Pierre Boutan, à commencer par son père de chair, évidemment, qui conditionne là aussi bien des choses. Et en même temps, Boutan va en effet dépasser un certain nombre de ce qu'il faut bien appeler certaines limitations maurassiennes. Alors sur plusieurs points, Maurras, on l'a beaucoup dit, est un positiviste à certains égards, très largement. Donc la monarchie repose sur un raisonnement, l'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur. Boutan, lui, va, en tant que chrétien et que croyant, disons, que catholique, ce que n'était pas Maurras, va réorienter l'idée monarchique du côté du christianisme. C'est ce qu'il appellera la modification chrétienne du pouvoir. Boutan va également considérablement élargir l'horizon dans le domaine littéraire. Maurras se consacre très largement au domaine gréco-latin, qui suffit évidemment à remplir une vie, mais de ce point de vue-là, Boutan est beaucoup plus proche d'un Léon Daudet, c'est-à-dire qu'il va dévorer les poètes romantiques anglais, il va lire Junger, il va lire Saint-Exupéry, Shakespeare, il va lire Karine Pozzi, dans l'ordre intellectuel, il sera, littéraire, disons plus précisément,
il sera beaucoup plus ouvert que Charles Maurras. Et puis, ce qui est quand même décisif, c'est cette orientation intérieure chrétienne qui, chez Boutan, conditionne ces dépassements maurassiens. Et puis peut-être une espérance aussi qu'il a cru voir, à tort ou à raison. On pourrait parler il y avait quelque chose d'enfantin chez Boutan, hein. Il y avait une part de naïveté au sens noble du mot, mais il avait juvénile. Il y avait quelque chose de l'enfant, hein, en lui. Et donc son gaullisme, y compris d'ailleurs ce qui était ahurissant, je me souviens très bien de Boutan m'avoir dit le plus grand bien de Chirac, par exemple. Quand Chirac est arrivé au pouvoir, il aimait bien Chirac. Mais il y avait chez lui... il n'aimait pas tout chez Chirac. C'est-à-dire, il pouvait aimer le personnage et être en désaccord politiquement sur un certain nombre de points sur lesquels il ne reculait pas. Mais il aimait l'homme. Oui, et donc sur le lien avec le gaullisme, enfin, c'est aussi une des... bon, alors certes, il a transigé, vous l'avez rappelé pour l'Algérie française, mais enfin, il y avait la Constitution de la Cinquième République, donc il y avait le dialogue entre De Gaulle et le comte de Paris. Oui, alors ça c'est un point qu'il faut peut-être évoquer en quelques mots, parce qu'aujourd'hui c'est totalement oublié, mais à cette époque-là, il y avait des rumeurs, des conversations qui laissaient entendre que le général de Gaulle était tenté d'organiser une sorte de restauration monarchique après lui, un peu comme l'a fait Franco dans un tout autre contexte, bien sûr, et le comte de Paris lui-même, semble-t-il, y a cru et a pensé que... Bon, il y a eu tout un jeu qui s'est fait, Michel Debré a joué un rôle, et évidemment, Boutan a suivi tout cela avec une grande attention. Il avait une réflexion très forte. Il se trouve que mon épouse est de Menton-Saint-Bernard, et que j'étais ami avec François de Menton. Donc Maurras disait fusillé de François de Menton, puisqu'il avait été le ministre de la Justice de la Libération. Et je faisais le go-between entre Boutan et François de Menton. Et donc, tous les deux, alors un qui était royaliste, l'autre monarchiste, mais l'un par famille, l'autre par cœur. Et c'était tout à fait intéressant de voir que ça n'aurait jamais été un complot. Il y avait l'idée qui était en train de progresser et qui supposait, et c'est pour ça qu'il était proche de Michel Debré, la qualité de la Constitution. Mais l'idée de complot monarchique, je crois que c'est une erreur qui a été commise par un certain nombre d'intellectuels de gauche qui se méfiaient. Parce que le terme a été employé. Mais tout à fait, hein. Mais surtout que moi, à Combat, je peux vous dire que de l'autre côté et tout, j'avais des amis de l'autre côté, et ça me permettait de faire la distance entre ce que je voyais raisonner et tout. Boutan était très sévère avec les politiques. Mais odieux. Un jour, je lui ai même dit, il avait sa chienne Ourga, et je lui ai dit, mais enfin, monsieur, vous ne traiteriez pas votre chienne comme vous venez de traiter ce politique au téléphone, je ne vais pas dire de nom. Et il m'a dit, oui, mais parce que c'est quelqu'un qui a les moyens de fonder ses idées en philosophie et qui n'a pas eu le courage de le faire. Donc ce ne sont que des opinions, et je le traite comme un porteur d'opinions. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, il aurait peut-être encore plus de mal à trouver des hommes politiques susceptibles de fonder leurs idées en philosophie. Voilà. Ça paraît... C'est tout le problème de Pierre Boutan, parce que nous avons les lettres d'échange avec François Mitterrand, Jacques Chirac, et même Schcal qu'on a publié dans le DCH, c'est que Mitterrand, comme Chirac, pouvait voir en Pierre Boutan un intellectuel, un philosophe d'une taille assez haute pour qu'un président de la République puisse estimer qu'il y a un parallèle entre De Gaulle et les écrivains Malraux, Mauriac et d'autres. Oui. Et même Brasillac, mais avec une autre histoire. Et quand il y a cela, il haussait le niveau, et l'homme politique Chirac pouvait, avec Pierre Boutan, en l'invitant à déjeuner, aborder des problèmes philosophiques qu'il ne peut pas aborder avec son conseiller pour une stratégie politique immédiate. Et ça leur donnait une respiration incroyable. N'empêche, le dialogue qui va entamer avec Lévinas a été avorté. Il n'a pas été jusqu'au bout de ces dialogues. Il le continuera avec Steiner sur l'attente messianique, Abraham, et grâce d'ailleurs, il faut le remercier, à Pierre
André Boutan, qui, à Arte, était encore plus connu que son père. Quand on parlait en France de Pierre Boutan, avant qu'il ne médiatise lui-même son propre père par ce fameux dialogue, on parlait de Pierre-André. Et Pierre-André a réussi en sionisme. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, son émission n'a pas été égalée. C'était magnifique. Et là, il va aller jusqu'au bout de ce dialogue avec l'attente messianique. Et il me disait, avec Lévinas, j'ai un obstacle. Parce que comme c'est Lévinas qui m'a envoyé chez lui, il me reparlait sur lui. Et un beau jour, il va me livrer le secret. Il m'a dit, le problème de Lévinas, c'est pour moi la langue française. Il trouve que quand il écrit le français, il renoue pas avec la tradition de cette langue française que lui maîtrise à un point. Et il aurait bien aimé, une fois, il m'a dit, j'aurais bien aimé lui apprendre. Parce qu'il y arrive de la Pologne. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on a reparlé de ce français de Lévinas, qui est un français assez archaïque, construit en vue d'une pensée, mais qui n'est pas originelle, qui n'est pas dans la racine, même surtout grecque et française. Lui qui disait avec Chantraine que la familiarité du grec avec le français. Mais les deux se respectaient. La preuve, c'est Lévinas qui a défendu Pierre Boutan dans son élection, après qu'on ait analysé, contre Derrida, contre tout ce qui est signé Luc Ferry et d'autres, pour l'écarter. Une chose, oui, parce qu'il faut il rappeler, a commencé les rapports... Juste un mot, juste pour situer ce que vous venez de dire, lorsque Pierre Boutan a été autorisé à nouveau à occuper un enseignement, il y a eu une pétition contre lui, ou des protestations, de la part notamment de Derrida, de Bourdieu et d'un certain nombre d'autres, qui n'en seraient peut-être pas, qui n'en auraient peut-être pas été très fiers plus tard. Luc Ferry, mais Luc Ferry m'a dit que sa bonne foi avait été surprise. Derrida avait l'argument le plus dangereux, parce que Derrida a dit Pierre Boutan n'est pas un simple antisémite, etc. Pierre Boutan, il a cette force par rapport aux autres intellectuels d'être un philosophe métaphysicien et qui a la doctrine ancrée dans le concept européen. C'est pas un journaliste. Parce qu'on a cru à un moment qu'il était à l'ANF, le journaliste. Et d'ailleurs, quand Marie-Claire Boutan, magnifique personnage, traductrice de Sophocle, d'Antigone, ce manuscrit qu'on a ressuscité avec André et Pierre-André, c'est que finalement, ils avaient peur d'un vrai philosophe qui débarque. Parce que Derrida enseignait à l'école Caïman, à l'école normale supérieure, il dit, mais ce type n'est pas un simple journaliste, il vient de la Cannes de Saint-Étienne, il est normalien, agrégé et docteur, donc il a toute la structure intentionnelle pour nous détruire finalement. Derrida était très agressif, moi j'ai retrouvé des textes sur des blogs de ce qu'a pu dire Derrida. Avec des contre-vérités, avec mais beaucoup de contre-vérités. Mais quand on connaissait Derrida. Moi j'en ai discuté avec Ferry, qui m'a dit ma bonne foi était en grande partie surprise. J'ai jamais pu le faire avec Derrida, mais il a commencé le rapport avec le politique très tôt. Moi, en mai 68, quand j'allais manifester et qu'il ne pouvait pas m'en empêcher, il me donnait une carte personnelle de Pompidou pour que je l'ai sur moi pour ne pas être tabassé si j'étais pris par les flics. Donc, vous voyez qu'il avait des liens avec la politique qu'il a toujours eu. Et il a été l'un des organisateurs de la grande manifestation le 31 mai. Je crois même qu'il a participé à la rédaction de slogans. Tout. Mais j'avais parié avec lui, puisque moi, que les foules étaient aussi imbéciles de gauche que de droite, puisque j'avais été manifesté et qu'il me le reprochait. Et j'ai parié avec lui que je pouvais faire crier n'importe quoi à toute la foule. Donc je me suis mis au 5e rang avec ma bande, on s'appelait les merdigéniques. On s'amusait à faire déraper les discours politiques. Et on est monté, puis j'ai vu la Bretagne. On a commencé la Bretagne avec nous, puis Plougastel avec nous, puis j'ai fait crier Plougastel aux fraises. Et quand il a entendu toute la foule qui criait Plougastel aux fraises, il s'est retourné, il m'a fait « Pinson, vous êtes le diable ». Mais là, il y a une remarque qui s'impose. C'est bien février 31. En discutant avec lui de ces manifestations, une fois, je lui dis il y avait d'autres manifs en France, celle de Savary qu'on a vécue, la loi de l'éducation. Et il me regarde, il m'a dit « Je ne descendrai plus parce qu'ils n'iront plus jusqu'au bout. Ils n'iront pas jusqu'au bout. » Et on revient à 31. Et là, bien sûr, la polémique est ouverte. On est venu prendre Maurras pour le prendre à l'Assemblée nationale, etc. Et Maurras répond « Ils nous auront, on n'arrivera pas jusqu'au bout. » Il a même reproché à Maurras n'avoir pas été jusqu'au bout dans cette manif, parce que lui, il aurait été jusqu'au bout, c'est un guerrier. Puis à 68, il a donné son cours, il y avait Aristote à gauche, Saint-Thomas, et le revolver de l'autre côté. Je l'avais vu, ce revolver de la guerre d'Algérie.
Il m'a dit, je ne l'ai jamais chargé même. Il ne voulait pas, mais il voulait faire peur. Il l'a perdu très vite. On retrouve l'athlète culturel, hein, parce qu'il était bâti en force, grand séducteur, il faut bien le dire aussi. Hein. Mai 68 avec lui. Je termine ce point très important, mais il a reproché à Maurras d'avoir pas été jusqu'au bout aussi de la métaphysique. Et c'est pourquoi Rémi Solier a raison. Il a voulu absolument le baptiser à la fin à partir d'un vers de poème, puisque la poésie est originelle. Il a dit « J'entends quelqu'un venir ». Est-ce que c'est la surdité guérie ou les pas du Christ? Et Pierre Boutan l'a poussé, Emmanuel, jusqu'au bout. La poésie de Maurras, moi je ne connaissais pas, et dans le livre de Pierre Boutan, donc sur Maurras, il a vraiment sorti cet aspect-là. Sur le grand poète, sur la métaphysique, il avait pris beaucoup de distance. Moi, personnellement, j'étais à la Cagne d'H4 aussi, il m'avait demandé de ne pas lire Maurras. En 67, il a commencé à me dire ne lisez pas Maurras avant d'avoir eu le concours. Et vous aviez André Bloch comme prof de philo? Oui, bien sûr. Mais je l'ai connu, donc il savait que j'étais un élève de Boutan. Je sortais des cours et j'allais chez Gabriel Marcel, j'allais chez Pierre, puisque le vendredi c'était Gabriel Marcel, le samedi c'était Pierre, et on buvait dans les timbales en argent et on apportait toujours la bouteille de Pouilly. Voilà. Et il me disait à moi, mais Bloch, il me disait... N'allez pas chez Boutan, Assaf, vous vous appelez pas Dupont. Je lui ai dit, Assaf suffira. Pour rester une seconde sur les rapports de Boutan avec le milieu royaliste, il y a eu donc ce pseudo-complot avec le comte de Paris. J'en parlais parce que je pense que c'est assez important, cet épisode, dans l'histoire de la Ve République. Hein. Alors, ça n'a débouché sur rien du tout. Je n'ai jamais compris exactement dans quelles circonstances. J'ai entendu dire souvent que De Gaulle, tout compte fait, a pensé que le comte de Paris n'avait pas la carrure nécessaire pour incarner la monarchie en France. Ça blessait beaucoup Boutan de dire ça. En même temps, les rapports de Boutan avec la mouvance royaliste, au-delà de la personne de Maurras, bien entendu, ça a toujours été très ambigu. Alors, ça s'est peut-être un peu effacé aujourd'hui, mais il y a une époque, à l'Action française, Boutan, c'était quand même le dissident, presque le traître. Et ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est comme l'Action française a été marquée durant toute son histoire par des vagues de dissidence, après la guerre, les dissidents se tournaient automatiquement vers Boutan. Hein, il y avait tous des jeunes, ils faisaient scission de l'Action française, ils découvraient à ce moment-là Boutan et Bernanos en général, seuls les deux allaient de pair, plus ou moins. C'est vrai. Alors, en dépit d'ailleurs de la lecture parfois paradoxale que Boutan a proposée de Bernanos, qui était c'était son Bernanos, et il en a beaucoup voulu à Bernanos de la rupture avec Maurras, bien sûr. Oui, c'est très paradoxal là encore. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une fidélité de fond de Pierre Boutan à l'endroit de l'idée monarchique, ça va de soi, à l'endroit de la personne de Charles Maurras, ça va de soi, mais en même temps, il a procédé, comme on le disait tout à l'heure, à un certain nombre de réévaluations, et parfois qui choquaient considérablement la vieille garde, la vieille maison, en tout cas un certain nombre de ses représentants, à la fois sur le régime de Vichy, bien que Boutan n'ait jamais renié le maréchal Pétain, il a écrit une petite plaquette, ami du maréchal, oui, voilà, il a écrit cette petite plaquette-là. Il n'était pas le seul à l'époque. Et il n'était pas le seul, loin s'en faut, mais il a réévalué l'héritage. Il a regardé d'ailleurs avec beaucoup d'attention la naissance de la nouvelle action royaliste, donc c'est Rouvin, Leclerc, évidemment Gérard Leclerc. Il venait au séminaire, donc on discutait, on dialoguait, on pouvait mesurer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, il y avait, cette séduction de Boutan à l'endroit de la jeunesse. Et puis il y avait aussi, vous vous rappelez Bernanos, c'est vrai, même si Maurras a beaucoup lutté contre le libéralisme, bien entendu, et contre les différentes manifestations de la plutocratie, il y avait chez Boutan une haine de l'argent, une haine de la bourgeoisie qui est bernanosienne et qui, même en deçà, est bloyenne. Et il n'a jamais cessé de lire Léon Blois, Pierre Boutan. Tout à fait. Et puis, même de temps en temps, il disait, si je n'avais pas eu un père royaliste, je serais peut-être devenu marxiste. Oui, communard. Oui, il le disait froidement, parce que cette haine de l'argent. Vous voyez, un jour, quand Diaghileau est mort,
Il m'a dit, moi je sais que c'était pas pour le sexe. Et il dit, vous, Jean-Luc, si un jour on dit que j'ai fait quelque chose pour l'argent et que j'ai disparu, vous au moins vous saurez que c'est impossible. Lorsque je l'ai entendu parler, j'en ai un souvenir très vif, il parlait sur la marchandise Merx. Merx. Oui, c'était pas Eddy. Il faut distinguer de la Merx spirituelle. Oui, et quand sûr. il parlait du peuple juif, il disait ils avaient le génie du Merx, pas seulement charnel, l'argent, spirituel, et leur salut peut devenir une perte s'ils passaient du commerce Merx spirituel au commerce charnel par cette règle de l'argent qui est sophistiquée de plus en plus jusqu'à même arriver à Rothschild. Mais là, je vous dois un témoignage pour le comte de Paris. Une fois, j'avais un rendez-vous avec lui pour ma thèse, c'était l'année de la soutenance. Il m'a dit, vous me retrouvez à l'angle de la rue Mérimônil. Rendez-vous avec Boutan. Avec Pierre Boutan. Rue Mérimônil, là où habitait le comte de Paris. Il m'a dit, un quart d'heure, j'ai un rendez-vous, il ne m'a pas dit qui. Et moi, j'ai renversé le rendez-vous. Au lieu d'arriver un quart d'heure avant le rendez-vous, j'ai arrivé une demi-heure. J'ai dit, je l'attendrai dans le café. Et en fait, il avait fait la même chose. Il attendait lui-même dans le café pour écrire un texte. Il m'a dit, ah, c'est l'Orient, ça. La ponctualité. Mais là, il s'énerve, il se calme et dit, je dois écrire un texte important. Il redit 7 ou 8 lignes. Et après, il me regarde, il dit, puisque vous êtes venu, je vais vous le lire. Et ce texte, c'était le texte que le comte de Paris attendait de Pierre Boutan pour justifier son élection de François Mitterrand. Et ça a été publié. Pourquoi le comte de Paris appelle à voter François Mitterrand. Et il m'ajoute, je lui dis, il va voter François Mitterrand. Et c'est Pierre Boutan qui a écrit le texte. Et il m'a dit, le problème avec le comte de Paris, et la critique qu'il a fait, la dernière critique qu'il lui avait fait sur son livre, il critiquait un peu la synthèse que voulait faire Pierre Boutan dans la politique avec saint Thomas d'Aquin. Et le comte de Paris critiquait ses idées. Il m'a dit, il n'a pas compris cela. Et il a vu un peu la manière dont, quand même, quand vous regardez la monarchie française, si vous ne revenez pas au droit divin, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Quand Louis XV était même avec la comtesse du Barry, sa maîtresse chérie, il lui disait, le Parlement de Bretagne me critique, mais de quel droit il me critique? Seul Dieu peut me critiquer, je suis de droit divin. Il n'a jamais pu expliquer à cet orléaniste, quand même, aux Orléans, comment lui comprenait ce droit divin. Parce que dans toutes ses idées politiques, Pierre Boutan, la métaphysique était présente. Chez le comte de Paris, elle était liquidée. Oui. Et d'ailleurs, il s'est liquidé lui-même, puisque vous savez bien que De Gaulle a été voir Franco pour voir comment il a fait pour rétablir. S'il n'y a pas le sacré et le spirituel, on ne peut pas rétablir une monarchie. Ça, c'est une anecdote très intéressante, très intéressante. Les discours du comte de Paris, moi j'en ai. Toutes ces choses sont aujourd'hui évidemment très oubliées, mais je dois dire qu'il y a quelque chose de fascinant justement dans la personnalité de Pierre Boutan, de voir que d'un côté, il avait cette capacité d'écrire des travaux philosophiques de très haute volée, et en même temps, il ne dédaignait pas d'être parlementaire. Hein. Alors je sais bien, la République de Joinovici, c'est 49, ça lui a coûté cher. Mais il publie quand même, bien après, un pamphlet contre Giscard d'Estaing, le Précis de Foutriquet, le Précis de Foutriquet, qui avait fait du bruit lorsque c'était sorti. Quand c'est sorti, ça a été très important dans les milieux de la droite catholique, quelle qu'elle soit, monarchiste ou pas, parce qu'il avait une détestation personnelle et appuyée pour Giscard d'Estaing. Mais alors, véritablement, je vous dis, moi, il y a quelques formules auxquelles j'ai participé dans le truc. Alors, j'étais à Combat, au journal Combat, et je le voyais écrire, puisque c'était tapé chez moi. Et c'était extraordinaire de voir qu'à la limite, comme j'y disais, mais Mitterrand par certains côtés, il dit oui, mais ils se nuisent dans ma détestation possible. J'en ai trop besoin dans une période où il est temps de nécessiteux pour Valéry Giscard d'Estaing pour pouvoir détester. Je ne peux pas détester complètement Mitterrand. Mais donc il y avait cette. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'est Giscard d'Estaing. Il me l'a dit. Moi, je me trouvais chez lui à l'époque dans le Massif des Morts, dans cette belle maison, et à la petite maison qu'il prenait, qu'il a fini par acheter à son voisin, et il avait ses manuscrits. Il m'a dit, j'écris 3 pages par jour, je vous lirai la première d'aujourd'hui. Et il revient au repas, et il me lit le début du Foutriquet, j'écris, au-dessus de moi passe le fleuve de la Vallière, c'est ça. Et je lui dis, mais Giscard d'Estaing, il m'a dit, oui, on m'avait rapporté que Giscard disait toujours, mais pourquoi Pierre Boutan ne m'aime pas ?
Je suis quand même... Et ce qu'il n'aimait pas en lui, c'est qu'il prenait des allures monarchiques sans en avoir les idées. Voilà. Il n'aimait pas cet homme, et d'ailleurs dans le Futriquet, il le dit, c'est que cet homme qui vivait avenue Georges Mandel et qui disait « nous crevions de faim ». Avenue Georges Mandel. Dans un pièce, comme il disait. Voilà. Et il a failli coller. Il a été jury d'un examen où s'est présenté donc Valéry Giscard d'Estaing. Et certaines fois, il m'a dit, il y a des moments où je regrette de ne pas l'avoir collé, de ne pas lui avoir mis une note éliminatoire. Et puis cette phrase qu'a prononcée Giscard, il a dit, oh, culture, la culture, on regrette. Moi, je l'ai faite dans les que sais-je. Et Boutan était furieux, mais le que sais-je, qui est la phrase de Socrate par excellence, d'en faire les narques brillants qui étaient prêts à tout. Giscard, c'était aussi l'homme de la société libérale avancée, et tout ce qui est dans le précis de Foutriquet sur le fossoyeur, le corrupteur, c'est la haine de Boutan à l'endroit du libéralisme, parce que la société libérale avancée, dans son esprit, on le dit aussi d'un cadavre en cas de putréfaction, de décomposition, de putréfaction avancée. C'était ça que Giscard incarnait aux yeux de Boutan. Il y a des idées chez Pierre Debré aussi. Quelqu'un que Pierre Debré a écrit beaucoup de choses. Il y a un mot qu'il n'a pas écrit, parce qu'il voulait le mettre, et puis il m'a dit « Ah non, je vais quand même pas le faire », ce chiqueur qui se prenait pour le destin. Et c'était justement ce côté monarchique, etc. Et puis finalement, il m'a dit « Non, ça, je vais pas l'écrire ». Le jeu sur la particule, tout ce que les apparences monarchiques sans en avoir la profondeur. Là, je me tourne vers le petit-fils. Vous n'avez pas beaucoup parlé dans la discussion. J'aimerais bien que vous évoquiez les souvenirs que vous gardez. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la personnalité de ce grand-père? Avoir un grand-père philosophe, c'est pas forcément évident. Bizarrement, en fait, moi, j'ai pas eu tellement l'occasion de discuter de philosophie. J'aurais bien aimé avec mon grand-père, mais je le voyais tous les dimanches, un peu, comme un de ses romans qui s'appelle La Maison un dimanche. Oui. Et j'ai surtout passé mes premières années à Saint-Germain-en-Laye. Donc j'avais de 1 à 4 ans. Et je crois que maintenant, ça me revient un petit peu comme une nécessité, quelque chose qui ressurgit bien des années après. Vous l'avez lu par la suite? Ah oui, je me suis plongé dans Ontologie du secret, mais tous les autres livres aussi. Et je fais des recherches, je m'intéresse à tout ce qui est publié sur mon grand-père et aussi les lettres. Mais vous, quel est le trait de sa personnalité qui vous a le plus marqué, auquel vous pensez spontanément lorsqu'on évoque son nom? Je dirais, il incarnait quelque chose, l'incarnation. Il dégageait déjà une puissance physique et pour moi, il représentait... Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, je sautais du haut d'une armoire dans ses bras. Pour moi, c'était un géant. Et souvent, quand on me dit « Ontologie du secret, comment vous pouvez lire ça ?» Je dis jetez-vous du haut d'une armoire. Sauter du haut de l'armoire, oui. Voilà, c'est l'anecdote qui m'est restée. D'ailleurs, à l'égard des enfants de Pierre Boutan, je dois dire que finalement, c'est des enfants géniaux, d'un génie. Et quand vous regardez Pierre Boutan, son père m'a dit, il a fui, il m'a dit, je veux faire du cinéma. Il passait son temps dans les salles de cinéma. Mais c'est génial ce qu'a fait Pierre-André. Oui. Il a contourné les intellectuels, mais il a fait à la télévision un travail dans Océanie qui est d'un niveau, il a vraiment créé la culture sur Arte. Et il a sauvé son père en l'arrachant de cette cellule de Saint-Germain, la cellule du moine qu'il appelait, pour le faire vraiment apparaître devant Steiner, qui était l'homme, les ennemis, les frères ennemis, comme s'appelait Steiner lui-même, Abraham, Maurras, et puis ça a rendu à son père, on a découvert qu'il était Pierre-André, de même que François, le normalien génial, qui a agréé vraiment un normal subscientifique. De la carrière de Pierre-André, en fait, il était cinéaste, et ils ont fait, ça se trouve sur Internet, une interview de Dali, je crois. Voilà. Qui est très intéressante. On voyait Pierre-André à la caméra. Absolument. Et donc c'est une passion qui lui est venue et il a été presque plus médiatisé que son fils. Alors que Christophe, il l'appelait son alter ego presque, qui a fait la philosophie jusqu'au bout. Il était élève de son père, de Pierre Boutan. Il a travaillé sur Nietzsche et puis d'autres. Et André, le journaliste, Daniel, n'est-ce pas, il a sa fille à qui il a dédié un poème incroyable. Karine Geneviève, votre mère, qui était la subtilité même dans l'éducation, mais la même charitable, puisqu'elle a été éduquée les plus démunis,
disons les périphéries, comme dit le chat. Et là, il a diffusé, mais avec, et puis son épouse. Moi, Marie-Claire Boutan, quand j'ai découvert ce manuscrit d'Antigone de Sophocle, traduit dans des vers claudéliens, avec Daniel, elle dit il faut absolument le publier. On a été voir Pierre Berès, le redoutable Pierre Berès d'Hermann. Il m'a dit j'irai à Saint-Germain-en-Laye pour honorer cette dame. Il a illustré cette traduction, préfacée par Steiner. Pierre-André l'a appelé. Et quand Steiner a lu cette traduction, il a dit c'est un chef-d'œuvre, une traduction digne des vers de Claudel. Et Pierre Boutan a beaucoup ajourné la traduction parce que quelque part, il ne voulait pas que Marie-Claire, normalienne, brillante, rentre dans la polémique et qu'il est à la défense. C'est comme le grand sultan qui défend sa favorite. C'était pas pour offusquer sa femme et qu'elle lui fasse de l'ombre, c'est qu'il ne voulait pas. Alors il ne supportait pas qu'on touche à sa famille. Voilà. Mais alors ça, c'était Emmanuel a quelque chose à dire, là. Je voulais juste rajouter à propos de Marie-Claire, en fait, elle a joué un rôle très important dans la dictée des cahiers, parce que mon grand-père a écrit de nombreux cahiers qui vont bientôt, dont la publication va bientôt tous les arriver, accents le cahier 9. du grec de Pierre. C'est elle qui corrigeait les accents et tout. Elle a joué un rôle en coulisses, en fait, très important. Enregistré sur cassette. Et enregistré sur cassette, elle était la seule à pouvoir lire l'écriture minuscule. 3000 pages de transcrits. J'espère qu'ils vont sortir. C'est Christophe qui travaille énormément dessus. Oui, le premier volume sera publié, le cahier 9, chez Pierre-Guillaume de Roux au mois de février prochain. Sur plusieurs volumes. C'était publiable directement. Parce que Pierre avait ceci, il pouvait noter une réflexion philosophique merveilleuse et à côté, son souci de pédagogue, parce que ses carnets lui servaient beaucoup à écrire, mais surtout en pédagogie. Et il pouvait écrire à côté, un tel est un con parce qu'il a dit comme ça, et son erreur vient de telle phrase à la télévision, etc. Ça, il avait des colères dans ses cahiers et ses journaux. Dans ses carnets, il y avait ce qui était la perle, et puis à côté, il y avait la boue qu'il transcrivait pour pouvoir nous expliquer comment ne pas rentrer dans cette erreur. Mais c'est le journal de Léon Bloy. C'est le journal de Léon Bloy. Vous prenez les phrases de Léon Bloy qu'il aimait. Messe à 7 heures, en sortant, Eucharistie, sérénité. J'ai vu le curé. Il ne me parle que des romans de Paul Bourget. Et alors, et moi. Et il y avait des phrases comme et il ne manque que des reins pour pousser tout cela. Absolument, c'est Léon Bloy. Léon Bloy. Le journal de Léon Bloy est génial. Il faut malheureusement conclure. Mon souhait, c'est d'avoir éveillé un intérêt pour un personnage. C'est encore un de ces personnages un peu transversaux, un peu inclassables, comme nous les aimons dans cette émission. Je me demande, à tort peut-être, si aujourd'hui il y aurait l'équivalent du dialogue entre Pierre Boutang et Lévinas, entre Pierre Boutang et Georges Steiner, ces relations d'un côté, ces personnages qui d'un côté écrivent un précis de Foutriquet, de l'autre mènent une conversation de haut niveau avec Gabriel Marcel. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant à voir cela, mais en même temps, on mesure le manque, évidemment. On mesure le manque, peut-être exagérément, peut-être qu'il y a dans je ne sais quel souterrain ce genre de dialogue admirable, mais il nous manque. Oui, il nous mais manque. Les gens l'attendent. Et vous voyez, mon fils aîné, c'est Pierre Boutan, son parrain. Il a fait ses études à la Sorbonne. Il n'osait pas dire à l'époque qu'il était le filleul de Pierre Boutan. Comme Maurras était le parrain de François. Voilà, et comme Nimier était le parrain de Pierre-André. Mais ce qui vous avez touché là, c'est qu'il manque d'enracinement. Les normaliens aujourd'hui quittent le professorat, comme Léon Blum, désastreux. Il faut s'enraciner dans sa vocation, comme l'a fait Boutan, pour que les branches soient les plus diverses possibles. Si on oublie sa vocation, on oublie qui nous appelle. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous et à chacun, et à nos téléspectateurs, bonne lecture.